Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Olivier Servet, L'épistémologie pratique de Pierre Bourdieu, 2012. Rama Bourquia Indir, Territoire, localité et globalité. Faits et effets de la mondialisation, volume 2. 2012. Rama Bourquia Indir, La sociologie et ses frontières. Faits et effets de la mondialisation, volume 1. 2012. UXCUNGATTI, Charles Suaudir, La sécurité routière, enjeux publics et société civile, 2012. Catherine Espinasse et Éloi Lemuel dire, Des liens qui créent des lieux, tome 2, 2012. Catherine Espinasse et Éloi Lemuel dire, Des lieux qui créent des liens, tome 1, 2012. Sabrina Dahache, Féminisation de l'enseignement agricole, 2012. Odile Merclin, Parcours professionnel de femmes immigrées et de filles d'immigrés, 2012. Emmanuel Garrigue, Les héros de l'adolescence. Contribution à une sociologie de l'adolescence et de ses représentations, 2012. Antigone Mouchtouri, L'observation, un outil de connaissance du monde, 2012. Sophie Devineau, Le genre à l'école des enseignantes. Embûche de la mixité et levier de la parité, 2012. Introduction générale. Genèse et circulation des savoirs en sociologie du sport. De langue française. Gilles Vieille-Marchizet et Anne Tatou-Colasso. Le sport fait appel à des réalités protéiformes mêlant dans des dimensions diachroniques et synchroniques, des pratiques corporelles, des spectacles, des objets, des marchés, Vieille-Marchizet, Wendling 2010. Le sens commun regroupe le sport qui se pratique, qui se voit, qui se vend. Dans son acception savante, le sport peut être une pratique légitime, une culture, une idéologie, un mythe, une mise en scène. Dans un sens restreint, il est appréhendé comme compétitif et associatif en se différenciant des jeux corporels. Dans son acception large, il englobe la compétition, le loisir, le club, l'école, le sanitaire, l'informel. Sa définition est donc flottante, composite et métissée. Les sciences sociales se sont progressivement appropriées ce qu'elles ont présenté comme fait social total, ou laboratoire d'analyse du social. Souvent lancées comme slogan, ces affirmations ont abouti à de multiples études regroupées dans le terme générique de sociologie du sport. D'abord centrée sur les pratiques, la sociologie du sport de langue française s'est ensuite attardée sur les spectacles et les politiques du sport. De nombreux manuels font état de ces travaux, Thomas et Hall, 1987, De France, 1997, Baudin et A. 2002, Duret 2003-2010. Pour autant, la question de l'unité, de la légitimité et de la reconnaissance de ce secteur de la sociologie se pose encore aujourd'hui, tant les travaux sont inégaux et disparates. Objet original, le sport croise le chemin de champs sociologiques pluriels, corps, loisirs, famille, culture, politique, travail, profession, organisation, genre, éducation, qui influencent la définition même de l'objet sportif, au point qu'il est justifié de se demander si une sociologie du sport est possible. Coincée entre ces différents champs, celle-ci a en fonction des contextes nationaux une existence plus ou moins légitime. La circonscription d'un secteur autonome est à questionner. Le contexte français semble d'ailleurs tout à fait spécifique à ce sujet, la sociologie du sport ayant bénéficié de l'émergence des sciences et techniques des activités physiques et sportives dans le domaine universitaire, Michon 1995. D'autres pays francophones n'ont pas bénéficié de cette réalité institutionnelle, la sociologie du sport demeurant alors souvent en friche, même si certains scientifiques ont pu imposer des travaux de grande qualité. Ces considérations posent en premier lieu la question du processus de structuration de ce domaine de recherche, de ses racines épistémologiques et de ses liens avec les modélisations existantes. Elles s'inscrivent plus précisément dans le cadre de cet ouvrage collectif,
au niveau de la circulation et de la transmission des savoirs dans les pays francophones. Il s'agit alors d'explorer les processus qui ont fait passer d'hier à aujourd'hui le corpus de connaissances, de valeurs ou de savoir-faire qui assoit, à travers de multiples allers et retours, l'identité d'un groupe stable. Debray, 1997, page 21. Les modalités de transmission et de circulation des savoirs académiques, autant théoriques que méthodologiques, font l'objet de luttes de territoire entre secteurs institutionnels, par exemple, les sections du Conseil national de l'université en France, entre acteurs scientifiques, rattachés le plus souvent à des écoles de pensée, entre universités ou entre sociétés savantes. Transmettre, c'est organiser donc faire territoire, solidifier un ensemble, tracer des frontières, défendre et expulser, précise Régis Debray, 1997, page 31. Les lignes de démarcation donnent alors une place essentielle aux aspects symboliques qui encadrent la production des connaissances scientifiques et attisent le feu des conflits dans l'espace de transmission et de circulation des savoirs académiques. Bourdieu, 1984. La sociologie du sport construite par des acteurs issus le plus souvent du monde enseignant et de la classe moyenne peine à gagner ses lettres de noblesse dans l'espace francophone. La lutte pour la reconnaissance, honnête, 2000, reste l'enjeu majeur dans la constitution et la transmission d'une sociologie du sport de langue française. Le monde académique, notamment les disciplines mères, sociologie, anthropologie, ethnologie, psychologie sociale, rechigne à rendre visible et à attribuer une valeur 1 à ce corps de savoir spécifique sur le sport. Dans la sociologie du sport de langue française, les chercheurs ont généralement emprunté des concepts à la sociologie générale pour les appliquer à un nouvel objet. En ce sens, et à l'exception de quelques auteurs, les sociologues du sport, en mobilisant des cadres théoriques extérieurs, n'ont pas cherché à créer des concepts propres. Cette absence de modélisation spécifique ne révèle-t-elle pas une faille dans l'existence d'un champ propre ? Le sport n'étant alors qu'un terrain d'application d'une sociologie de la culture, du loisir, du travail ou des politiques publiques notamment. Si Jean-Paul Khaled 2007 a montré à quel point le foisonnement des recherches dans la sociologie française du sport a été généreux et basé sur des modèles théoriques variés, il a dans le même temps souligné l'influence durable et souveraine de grands sociologues sur ses travaux, Bourdieu, Elias. Ce culte des auteurs dominants, voire HE accent aigu GE accent aigu monique, dessert à l'arrivée un domaine scientifique finalement vassalisé. Les années 1980 illustrent le propos par l'omniprésence de Pierre Bourdieu dans les travaux universitaires en France 2. Cette démarche a eu pour conséquence de rendre la sociologie du sport momentanément hermétique à d'autres angles d'approche de l'objet sportif. Cette myopie temporaire a surtout freiné l'éclairage d'autres éléments fondateurs et organisateurs du phénomène sportif. C'est en ce sens qu'elle soulève un autre enjeu, celui de la démarche de recherche utilisée. Dépendante de grands noms des sciences sociales et structurée autour de paradigmes forts, la sociologie du sport s'emploie alors à appliquer à son objet des cadres théoriques éprouvés par ailleurs. Dès lors, la sociologie du sport reste à ce niveau plus accumulative que cumulative. L'ensemble des pratiques sportives est étudié dans les thèses de doctorat qui confirment l'outillage théorique. L'espace des sports du courant bourdieusien a été ainsi analysé sous toutes ses facettes. La perspective scientifique est alors fixiste, sans évolution. Les ajustements ou plus ambitieuses, les transformations, voire les mutations scientifiques sont inenvisageables. Certains pionniers prennent cependant d'autres voies en empruntant les systèmes conceptuels dans d'autres domaines. L'analyse stratégique en sociologie des organisations, la référence aux dispositions en sociologie de la culture, l'appui sur les théories féministes du genre. A contrario, les rares instigateurs de concepts novateurs ont rarement une portée significative dans leur propre pays ou dans les autres pays de langue française. Le cas de Pierre Parlebas investiguant les réseaux de communication dans les jeux et les sports, afin de constituer une science de l'action motrice est ici révélateur. Dès lors, progressivement, sous l'influence de pionniers ayant pris position dans le champ universitaire, des poches paradigmatiques géographiquement situées, avec des frontières symboliques fortes, émergent. La sociologie bourdieusienne à Paris-Orsay et à Strasbourg dans les années 1980-1990, Analyse stratégique à Grenoble au début des années 1990,
la perspective anthropologique et symbolique à Marseille et Montpellier dans les années 1990, l'optique féministe à Paris-Orsay depuis 2000, la sociologie des dispositions à Toulouse depuis 2000. Des territoires de transmission se cristallisent autour de professeurs ordinaires, qui diffusent par la formation des docteurs des savoirs théoriques et pratiques en sociologie du sport. Ces poches de savoirs académiques se constituent plus ou moins en école au gré des conjonctures universitaires locales, des sources de financement de la recherche et des réseaux d'influence investis, commissions de qualification et de recrutement, sociétés savantes, revues. Par ailleurs, la lutte pour la reconnaissance passe par la diffusion des savoirs dans les organes académiques classiques, des colloques aux revues professionnelles et surtout académies. Traditionnellement, les sociologues du sport de langue française ont davantage plébiscité les colloques et revues professionnelles jusqu'aux années 2000. Seules quelques revues d'envergure, Esprit en 1982 et 1986, Actes de la recherche en sciences sociales en 1998 et 1994, Les Annales de la recherche urbaine en 1998, l'année sociologique en 2002, ont publié des numéros spéciaux relatifs à la sociologie du sport. Quelques revues spécialisées, STAPS, Sciences et motricité, Loisirs et société, se sont imposées souvent avec grande difficulté dans le champ académique. Dans le contexte actuel, la course effrénée à la publication, que certains qualifient de pensée du nombre stérile, n'efface pas le capital symbolique des revues anciennes. Les effets des classifications et autres indexations ont conforté les organes de publication établis, revues de prestige, éditeurs essentiels, même si de nouveaux venus ont profité de l'aubaine pour s'imposer grâce à leur soutien, notamment leur comité scientifique. À ce niveau, les organes de publication de la sociologie du sport demeurent peu reconnus, même si certaines revues comme STAPS, Journal of Science of Sport and Physical Education sont parmi les plus lus en langue française. Ces supports spécialisés touchent un public restreint et sont peu cités, ce qui dénote une faible audience des auteurs pourtant prolifiques sur le sport. Les sociologues d'autres champs se penchant sur l'objet sportif, occultent souvent les travaux existants, annihilant toute démarche cumulative de production des savoirs dans la sociologie du sport, Collinet 2002. Ce constat traduit les faibles lisibilité et légitimité de la sociologie du sport, ou plus exactement, une déficience récurrente de communication et de circulation des connaissances et des savoirs entre des secteurs de recherche cloisonnés pourtant porteurs de problématiques renouvelées. Au-delà de cette question, comment la sociologie du sport travaille-t-elle ou exploite-t-elle sa proximité avec d'autres champs scientifiques, tels l'ethnologie, l'anthropologie, la philosophie, l'histoire, la géographie, la science politique? Un croisement des regards est-il possible, ou seulement souhaitable? Aujourd'hui comme hier, les mondes académiques vivent en parallèle. Les sociologues sur le sport se démarquent des sociologues du sport. Une analyse systématique des bibliographies des uns et des autres conforterait probablement l'idée d'une démarcation nette entre leurs perspectives. Seuls quelques chercheurs ayant une double formation en sociologie et sciences du sport rendent plus poreuses les frontières entre ces secteurs de production et de circulation des savoirs académiques. Les croisements et controverses restent pourtant fondamentaux pour découvrir de nouveaux angles d'attaque dans l'exploration sociologique à propos du sport. Ce fonctionnement cloisonné peut également être interpellé d'un point de vue international et révéler des formes d'autarcie handicapantes. La confidentialité et l'isolement de la sociologie du sport française témoignent d'une tradition potentiellement franco-française, longtemps basée sur un modèle théorique bourdieusien et renforcée par la structuration universitaire des STAPS. En effet, la dimension pluridisciplinaire de cette section universitaire est souvent apparue comme un obstacle à la reconnaissance académique de par sa dépendance aux autres champs scientifiques. Cette dévalorisation, souvent issue du sérail même des STAPS 3, a eu des répercussions sur la considération de la sociologie du sport. Comme tout élément dominé, les STAPS et la sociologie du sport participent pleinement à leur propre dépréciation. Ce particularisme français semble marquer la transmission des savoirs et méthodologies sociologiques entre les pays francophones. La circulation entre les pays prend le plus souvent la forme d'influences non réciproques à questionner. Certes, le passé colonial marque encore les milieux académiques africains. Du Maghreb aux pays subsahariens en passant par l'Afrique de l'Ouest, les références sociologiques françaises sont encore influentes.
Le cadre de lecture proposé par Parleba, dont les travaux tunisiens se font largement l'écho, illustre la tendance. Mais ces influences ne traduisent-elles pas des relations de dépendance culturelle, plus que des relations de coopération égalitaire et réciproque, qui entravent la production de nouveaux cadres théoriques davantage adaptés aux contextes territoriaux particuliers? La prise de distance culturelle et épistémologique serait une voie à favoriser pour renouveler les modes d'appréhension en sociologie du sport. Le Québec, influencé par les traditions nord-américaines et françaises, ouvre des voies en réinterrogeant le concept de loisir transposable au sport, notamment au niveau de l'expérience du corps et de l'attachement au lieu ou aux communautés. De la même manière, la sociologie du sport en Suisse, aux confluences des traditions germaniques et françaises notamment, propose des voies hétérodoxes et novatrices, notamment sur le marquage sportif dans la ville et sur le genre du sport. Les frontières des disciplines et des concepts sont ainsi bousculées pour créer des savoirs originaux. Pour autant, comme en France, chaque territoire dépend de l'histoire de la production et de la circulation des savoirs, révélant des routines de pensée, des cristallisations partisanes et des lourdeurs institutionnelles. Cet ouvrage collectif, issu des réflexions soumises à discussion lors du colloque international AISLF de Besançon, les 28 et 29 juin 2010, se donne d'abord pour objectif d'éclairer les constats précédents au travers des regards portés par des chercheurs francophones chevronnés et souvent pionniers, sur la genèse des influences durables et des conditions de structuration du champ spécifique de la sociologie du sport dans leur pays. Jean-Paul Khaled nous propose ainsi d'ouvrir et de structurer les débats sur la situation de la sociologie du sport de langue française au travers d'une réflexion qui balaye successivement les précautions préalables à tout travail d'inventaire bibliographique, l'analyse des revues de l'art existantes, la mise en valeur de la dimension nécessairement collective, cumulative et évolutive du travail de développement des connaissances en sociologie du sport, avant d'envisager les ambivalences et les limites des apostrophes. Une telle entreprise est de finir sur les perspectives porteuses d'espoir. Bernard Michon pose une analyse critique de la position de Bourdieu dans l'espace de production scientifique en sociologie du sport depuis les années 1970. À partir d'une critique du caractère flottant de l'objet sport en sciences sociales, il propose d'abord de circonscrire l'analyse aux pratiques d'exercice corporel. Par une double interaction productive d'influences popperiennes entre les théories du social et les sociologies spécifiques, il est possible d'étayer l'épaisseur sociologique des travaux en sociologie du sport. 4 périodes sont alors répertoriées de 1970 à nos jours avec l'ombre d'un sociologue pourtant peu prolixe sur le sport, Pierre Bourdieu. Cet auteur majeur a lancé des scientifiques autochtones dans l'analyse d'un espace des sports qu'ils ont appréhendé dans une posture en lien avec leurs dispositions sportives construites. Cet effort d'historicité et de distanciation sur une période cruciale de la sociologie du sport de langue française est indispensable, aux yeux de Bernard Michon, pour construire une sociologie solide et productive pour l'avenir. Malgré un dynamisme apparent, Christophe Jacou et Dominique Malatesta nous informent que la sociologie du sport en Suisse reste largement en retrait. Les hypothèses à cette difficile émergence tiennent pour eux, autant à la situation de l'institution sportive suisse elle-même, qu'aux conditions de mise en place de la sociologie générale. D'un côté, le contexte confédéral du pays n'a pas conduit à une structuration forte et nationaliste du dispositif sportif global. De l'autre, le même contexte national morcelé et disparate d'un point de vue linguistique n'a favorisé ni le développement académique de la sociologie, ni sa déclinaison en sous-champs sportifs. Pour autant, une sociologie du sport émerge et se structure depuis les années 1980. Les auteurs nous en dressent un panorama exhaustif au travers de l'héritage historique, de la spécificité des sciences du sport et du rôle de quelques acteurs clés dont les travaux princeps de sociologie prennent le sport comme objet, avant d'en lister les freins persistants. Benjamin Zouer dresse à son tour le tableau du développement de la sociologie du sport en Tunisie, depuis les années 1970. À l'instar du développement de la sociologie tunisienne comme champ scientifique autonome, la sociologie du sport s'y développe selon 2 tendances principales qui se succèdent dans le temps. Elle est d'abord, entre 1970 et 1990, une macro-sociologie du phénomène sportif qui oppose bien souvent modèle culturel sportif moderne et modèle tunisien traditionnel pour démontrer l'inadaptation du modèle proposé par les colons,
les points d'achoppement entre les deux cultures et les relations de domination. Elle est ensuite, à partir de 1990 jusqu'à aujourd'hui, une microsociologie du détail, des logiques d'acteurs qui investissent les pratiques sportives à l'instar des femmes qui se l'approprient comme espace de redéfinition de leur place. Abdellatif Naja montre dans son article à quel point le développement de la sociologie du sport marocaine est dépendant de celui de la sociologie générale. Il resitue d'abord le contexte colonialiste hautement manipulé de l'émergence de la sociologie marocaine, particulièrement celle du milieu rural berbère et non musulman. Ce préalable lui permet de souligner le retard pris par cette sociologie tant la déconstruction théorique, méthodologique et institutionnelle s'est imposée comme devoir scientifique premier à la fin du protectorat. Les sursauts porteurs d'espoir des années postcoloniales sont vite anéantis par une politique de plomb, entre 1960 et 1990 à l'encontre d'un savoir sociologique perçu comme une menace pour l'ordre social. En analysant les moteurs de l'émergence de la sociologie du sport en France, l'auteur montre que les mêmes conditions stimulantes, notamment institutionnelles, n'ont pas eu cours au Maroc, laissant la spécialité sans structure support, malgré de belles initiatives du seul Centre national des sports Moulay Rachid dans les années 1980. La sociologie du sport continue, selon lui, à s'inscrire dans une situation plus globale de crise de la production intellectuelle des universitaires marocains, Cherkaoui, 2009, page 23. Le propos de Pascal Marcotte et de Marc-André Lavigne permet de prendre conscience de la grande spécificité du Québec. La thématique du sport abordée sous l'angle sociologique est incluse dans le domaine beaucoup plus vaste du loisir, ce qui ne va pas sans une certaine fragmentation du champ au niveau organisationnel et professionnel. Celle-ci induit une multiplicité et une spécialisation des tâches et compétences des acteurs en charge du loisir, et exige des constructions de contenus de formation variés. La dispersion et la multidisciplinarité scientifique sont générées par cette situation, au point qu'il est difficile d'identifier des intérêts communs, voire complémentaires, aux différentes communautés de chercheurs en charge du loisir. Il représente finalement un champ d'application de plusieurs disciplines. Les auteurs se livrent ensuite à l'analyse de la production des connaissances en loisirs au Québec, laquelle révèle un maillage puissant entre trois milieux, universitaire, professionnel et gouvernemental. La question de l'autonomie de la recherche se pose alors, légitimement. Enfin, les auteurs réfléchissent d'un point de vue épistémologique, à l'histoire et à la position géographique du Québec qui, en se cumulant, donne naissance à une mosaïque de traditions sociologiques et scientifiques, françaises, britanniques et américaines. Malgré ces influences couplées, l'ère des échanges scientifiques transfrontaliers reste à l'état embryonnaire. L'ouvrage poursuit ensuite l'ambition d'ouvrir des pistes renouvelées de construction des connaissances en sociologie du sport de langue française, en s'appuyant sur les témoignages de sociologues du sport reconnus et de jeunes docteurs. Tour à tour, ils interrogent leurs choix et positionnements scientifiques à l'occasion de leurs travaux ou de leur carrière, mettant ainsi en perspective les héritages, filiations et apports spécifiques de leurs réflexions sociologiques. Ainsi, après avoir rappelé la position multidominée de la sociologie et des sociologues du sport, Pierre Parlebas revient sur la démarche originale et unique qui l'a conduit à proposer une science sociale spécifique, la praxéologie motrice adaptée au champ spécifique des STAPS. Centré sur l'action et la motricité humaine, considérée comme le résultat d'une construction sociale, il nous rappelle les concepts de son approche et leur enrichissement par la fréquentation des autres disciplines, pour finir avec force sur sa méthodologie empirique et inductive. Face au constat d'autoritarisme dogmatique exercé par quelques figures emblématiques de la sociologie sur le champ des APS, Christophe Gibou nous soumet une manière innovante et plus artisanale d'être sociologue. Celle-ci reconnaît le poids de la biographie du chercheur dans la construction d'une sociologie dans l'action et sur l'action sans renoncer à l'extériorité de l'objet. Elle s'accommode d'un rapport au temps ambigu pris entre la lenteur exigée par la maturation de l'appréhension de l'objet, et à contrario l'urgence et l'opportunisme liés à l'éphémère expression sociale de certains faits sportifs. Elle appelle également acceptation de la relativité des travaux sociologiques face à la diversité spatiale et temporelle des faits sociaux étudiés. Elle souscrit enfin au refus de l'autochtonie scientifique, invitant au dialogue entre champs scientifiques.
Jean Griffet nous livre le résultat de sa réflexion sur la constitution des concepts en lien avec l'expérience sportive. Ce faisant, c'est la dimension sensible de l'expérience qui lui paraît la plus problématique à intégrer au concept de sport, c'est-à-dire celle qui touche à la compréhension de la signification donnée à l'activité sportive par les pratiquants eux-mêmes, source de variation sémantique du mot sport. Le concept-outil utilisé par le chercheur pour appréhender son objet préoccupe l'auteur. Il nous présente ici les 3 voies qui lui permettent d'appréhender l'objet qui est le sien, celui de l'expérience sportive saisie au travers de sa dimension sensible et subjective, l'expression des sensations, le partage de l'expérience et l'analyse des jeux aux limites. À partir de son travail de thèse sur le cirque contemporain, Émilie Salamero apporte sa pierre à l'édifice d'une réflexion épistémologique sur la manière théorique, conceptuelle et méthodologique de se saisir d'un objet de recherche en sociologie du sport et sur sa nécessaire évolution au cours d'un parcours de chercheur. En partant de l'état des connaissances sur l'objet cirque en sciences sociales et sur la transformation sociale récente de cet objet, elle déroule les fils d'une approche multifocale, indispensable à la compréhension du parcours de l'artiste de cirque. Elle montre également comment le terrain impose de nécessaires réorientations théoriques pour mieux appréhender son objet, dans une démarche inductive exigeant des allers-retours permanents entre terrain et théorie, invitant une fois encore à envisager la complémentarité de cadres théoriques au service du terrain. En revenant également sur son objet de thèse, Florian Lebreton analyse les choix épistémologiques présidant à l'analyse et à la compréhension des sports urbains alternatifs et émergents. Sa démarche prend d'abord appui sur un schème herméneutique, permettant de laisser de la place au sens donné par les acteurs à leur pratique. Elle esquive ainsi le piège du plaquage d'un cadre de pensée préconstruit sur un fait sportif innovant, celui de l'appropriation ludique et sportive de l'espace public urbain. L'auteur nous expose ensuite les raisons du choix d'une démarche inductive délibérative, ancrée dans un cadre interactionniste, à la base de la notion d'urbanité ludique. Dans son article, Thierry Lesage se penche sur son travail de thèse concernant les filiations entre pratiques sportives, particulièrement celles liant jeux de paume et jeux de raquettes. Aux perspectives, nécessairement diachroniques, socio-historiques et synchroniques, praxéologie motrice, permettant d'appréhender les dynamiques évolutives à la base du passage d'une pratique à l'autre, il en propose une 3e, complémentaire, empruntant l'outillage conceptuel des sciences de l'évolution. Cette approche permet de dépasser les résultats contradictoires obtenus par le cumul des traits de caractère des pratiques avec la chronologie de leur apparition, en empruntant plus précisément aux systématiciens qui classifient des traits de caractère génétique des espèces découvertes sur une échelle temporelle. La méthode appliquée ici à des processus et objets culturels ne verse pas pour autant dans un monisme épistémologique qui consisterait à penser que les mêmes lois régissent les faits de nature et les faits sociaux. Après nous avoir donné quelques exemples d'emprunts conceptuels, son questionnement débouche sur une perspective méthodologique interdisciplinaire d'appréhension des processus d'héritage et de filiation sportive audacieuse et stimulante. Jean-Michel Peter analyse l'expérience de loisirs sportifs, entendue tout autant comme pratique physique que comme engagement associatif, comme source d'acquisition de savoir. Son but est de poursuivre l'ébauche d'une sociologie de l'auto-formation, en filigrane des travaux de Joffre du Mazédier. Pour ce faire, il questionne d'abord les intérêts et limites des différents cadres théoriques existants et permettant de penser le changement social. Ensuite, en partant de ces terrains, il dévoile les processus d'innovation et de créativité sociale et culturelle en jeu. Il révèle ainsi l'invention partielle de l'individu par lui-même au travers d'une pratique de loisirs sportifs. En guise d'ouverture, Bernard Andrieux nous propose dans une réflexion finalement prospective d'envisager la complémentarité de 2 types de sociologie du sport. D'une part une sociologie réalisée à la 3e personne, celle des pionniers méthodologiques avec des concepts et des terrains éprouvant toujours la pertinence et la fécondité de modèles existants, et d'autre part l'émergence d'une sociologie de la 1re personne, dans laquelle les corps à vif prennent la parole à L', instar de ceux, assez inédits, de cet ouvrage sur l'urbanité ludique ou le cirque. Gilles Vieille-Marchizet propose au final des orientations épistémologiques pour asseoir des savoirs sociologiques au travers d'une ouverture anthropologique, donnant du sens à des expériences sportives variées.
Il s'agit de prôner pour les jeunes générations une libération paradigmatique en se démarquant d'abord des démarches déductives et partisanes, en faisant tomber les lunettes idéologiques, en orientant différemment l'œil du sociologue sur des faces inexplorées du sport. Bibliographie. Baudin-D et A.S. 2002, Introduction à la sociologie du sport, Paris, Chiron. Bourdieu, p. 1984, Homo academicus. Paris, édition de minuit. Khaled, J.P. 2007, La sociologie française et la pratique sportive, 1875 à 2005. Pessac, édition. MSHA. Khaled, J.P. 2010, La sociologie française et le sport. La revue pour l'histoire du CNRS, numéro 26, 14 à 17. Collinet, C. 2002, Le sport dans la sociologie française. L'année sociologique. Volume 52, 2, 271 à 295. Debray, Régis, 1997, Transmettre. Paris, Odile Jacob. De France, J. 1997, Sociologie du sport. Paris, La Découverte. Duret, P. 2010, Sociologie du sport. Paris, PUF. Godbout, Jacques T. 2006, Ce qui circule entre nous. Paris, Seuil. Honnête, Axel 2000, La lutte pour la reconnaissance. Paris, Serre. Honnête, Axel 2006, La société du mépris. Paris, La Découverte. Michon, B. 1995, Éléments pour une histoire de la sociologie du sport en France. Hier, aujourd'hui, demain. Augustin J.P. Khaled J.P. Dire, Sport, Relations sociales et Action collective, Bordeaux, MSHA 735 à 740. Thomas, R. Aumont A. Levet J.L. 1987, Sociologie du sport. Paris, PUF. Vieille Marchizet G. Wendling T. 2010, Aux frontières du sport. Ethnographique.org, numéro 20. Partie 1, Regard francophone sur le développement de la sociologie du sport. Chapitre 1, Les concepts mobilisés dans la sociologie du sport de langue française, ébauche d'un état des lieux et éclairage comparé. Jean-Paul Khaled. Jadis, en France, la sociologie a pu aborder ponctuellement le sport sous l'angle des pratiques ou plus tardivement sous celui des politiques publiques. Cette sociologie thématique s'est finalement constituée comme une branche de la discipline, les sociologies S du sport, ou comme des sous-ensembles plus ou moins structurés au sein de branches constituées, les pratiques culturelles, le loisir, les vacances, le tourisme, les politiques publiques, la vie scolaire, etc., ou bien par rapport à des catégories de personnes, les jeunes, les seniors, les handicapés, les immigrés, etc., ou encore comme un domaine potentiel d'application ou d'illustration de sociologie spécialisée autour des objets construits, par opposition aux objets immédiatement perceptibles. Processus de socialisation, sociologie du travail, associationnisme, sociologie du genre, phénomènes de violence, etc. L'accroissement récent de la communauté, à la fois réelle et fictive, des sociologues du sport a ajouté à la complexité du domaine, ainsi qu'en témoigne la spécialisation des travaux, thèses ou publications. Il faudrait s'interroger d'ailleurs sur les effets que produit la division du travail sociologique, qui concerne des effectifs toujours plus nombreux de sociologues, y compris ceux qui s'intéressent au sport. La construction des savoirs, en ce secteur de la discipline, est sans nul doute difficile à maîtriser. À la fois pour des raisons qui ont été identifiées par les auteurs confrontés à la même question dans d'autres branches thématiques de la discipline, Berthelot 2000, mais surtout dans la mesure où les bilans intermédiaires, l'état de l'art proposé à différents moments, en France ou dans la langue française, sont quasi inexistants, prennent la forme de simples esquisses, de trames plus ou moins fournies ou paraissent quelque peu arbitraires. C'est dire qu'une telle opération n'est pas facile à réaliser. Elle se décompose en plusieurs tâches complémentaires. 1. Rendre compte des objectifs affichés, des démarches et des méthodes en vue de la construction des savoirs. 2. Préciser les relations entretenues entre la discipline mère, la sociologie générale, et cette branche de la sociologie du sport, en termes de stimulation, de transposition, de transfert quant aux conceptualisations et aux modélisations proposées, ou encore, 3. Repérer des acquis de cette branche de la sociologie susceptibles des enrichir la sociologie générale, la discipline mère, voire même 4. Mettre en évidence un enrichissement mutuel,
une fécondation réciproque favorisant l'amélioration des savoirs sociologiques plus généraux et 5. Conduisant l'évolution de la discipline vers plus de maturité. Ces 5 types de tâches supposent à l'évidence d'ouvrir un chantier collectif. On sait cependant que des entreprises analogues et contiguës sont considérées comme relativement vaines ou quelque peu insatisfaisantes. Nous pouvons mentionner par exemple, à titre d'illustration, les analyses récurrentes de la sociologie du corps produites par Jean-Michel Berthelot. Au terme d'approches successives, 1982, 1985, 1992, l'auteur indique renoncer à son ambition initiale. Quel courant et quel concept dans la sociologie du sport de langue française ? Apporter des éléments de réponse n'est pas simple. Comment rendre compte des courants, des modèles d'analyse et des concepts en sociologie de langue française sans simplifier arbitrairement la situation ? En ce qui nous concerne, passer en premier, selon l'expression utilisée par les étudiants convoqués aux oraux, n'est pas évident. On risque de trop en faire et ou d'opérer au jugé, même si le cadrage de l'exercice incombe à des interrogateurs vigilants. En revanche, ouvrir le chemin autorise peut-être à poser quelques conditions pour progresser avec méthode. Soit, dans un premier temps, 3 points envisagés successivement, en forme de rappel et de précaution de base. 1. Concevoir une méthode de travail. Quelques préalables élémentaires. 1. Le cadrage d'ensemble. Pour identifier de façon univoque des courants, des modélisations et des agencements conceptuels en sociologie, à partir de l'examen d'un corpus de textes publiés, il convient de justifier de manière maîtrisée certaines formalités, opter pour une délimitation spatio-temporelle, tenir compte de l'autonomisation progressive de la sociologie, surtout pour les premières décennies, établir une ou des définitions de factures sociologiques relatives au sport. Le travail d'inventaire bibliographique, pour la constitution du corpus, n'est pas aussi simple qu'il y paraît de prime abord. Des problèmes spécifiques peuvent se poser en fonction de la structuration progressive de cette branche de la discipline. Une structuration d'autant plus complexe que l'on élargit le cadre, national, francophone par filiation historique, pour les ex-colonies et ex-protectorats du continent africain par exemple, par essaimage ancien, Québec, pouvant se conjuguer à l'influence de la sociologie nord-américaine anglophone, Québec encore, ou par effet de proximité géographique, Belgique, Suisse, etc. Ce qui suppose des regards croisés s'appuyant sur des bilans nationaux déjà constitués. 2. La qualité des productions. Une fois résolues les questions qui viennent d'être évoquées, en particulier les questions fondamentales de définition, ajoutons que la qualité qu'il convient d'accorder à telle ou telle publication se définit en fonction de la cohérence du cadre conceptuel élaboré, au regard de sa capacité explicative ou interprétative et de son domaine d'application, thème abordé, terrain d'enquête couvert. Pour autant, la confidentialité d'une production scientifique, son rayonnement relatif, à une époque donnée par exemple, les effets de position universitaire, etc., ne sont pas nécessairement un critère de faiblesse scientifique. De même que la position hégémonique d'un paradigme, dit dominant, n'est pas nécessairement un gage ou un critère univoque de scientificité. Un certain aveuglement théorique peut opérer, qui n'est alors que la propriété d'un groupe rassemblé autour d'un maître et ou d'un projet. 3. L'historicisation des productions en sociologie du sport. On distingue habituellement 2 grandes options dans la façon d'interroger des œuvres, comme ensemble de publications possédant une certaine unité, des publications, voire une simple publication. La lecture présentiste ou présentéiste, la lecture inscrite dans le relativisme historique. Pour ne pas s'enfermer dans le radicalisme qui peut accompagner le fait de se limiter à une seule des 2 options de l'alternative, il est prudent d'adopter une position modérée qui rend compte de la cohérence interne d'une production sociologique sans pour autant perdre de vue la contextualisation socio-historique de la dite production. Pour autant, nous ne sommes pas favorables au mélange des genres qui risque de glisser rapidement vers une socio-histoire des écrits sociologiques, et qui peut compromettre l'objectif consistant à rendre compte des courants, des modélisations et des outillages conceptuels requis. 4. En effet, lorsque la sociologie des pratiques sportives tend à mettre l'accent sur la production et la reproduction des inégalités sociales devant l'accès au sport, il est utile de s'inspirer de la démarche de l'ethnologie qui, pour sa part,
en s'intéressant à ces mêmes pratiques sportives, accorde de l'importance à la façon dont les individus et les groupes élaborent du sens, expriment des significations partagées dans l'ordre des pratiques et des représentations. 2. Contribution à l'état de l'art, auteurs, concepts, modélisation et courants en sociologie du sport. 1. Constituer des inventaires susceptibles d'enrichir un corpus d'ensemble. Nous avons contribué à ce type de travail de recension des publications de sociologie, des pratiques sportives, des politiques du sport, de manière à identifier, dans la mesure du possible, des auteurs, des courants d'analyse, des écoles, des modélisations, des matrices conceptuelles. Chaque tâche de ce type, si rigoureuse et désintéressée soit-elle, ne prend sa véritable place que dans un effort collectif. Il ne saurait s'agir d'un travail isolé. D'ailleurs, notre approche va bientôt prendre place dans cet ouvrage, dans un ensemble de plusieurs contributions complémentaires. En fonction des objectifs affichés, ces inventaires peuvent marquer certains écarts, mais le principe général demeure. Le travail systématique conduit par Cécile Collinet, 2000-2002, concrétise un effort conséquent et de longue haleine à partir de règles de travail clairement posées en amont. Parfois ce genre d'opération scientifique, qui est utile à la science sociale, est mal reçu, mal compris ou suscite des indignations, des frustrations, des propos désobligeants en retour. La raison principale en est que ce type de tâche met en perspective critique certaines positions avantageuses, et qu'il définit un horizon relativiste sans lequel le pluralisme sociologique n'est pas respecté. Ainsi, on voit mal comment il serait possible de se passer de ce travail d'inventaire commenté. 2. Nos propres inventaires et autres tâches envisageables. Un premier inventaire raisonné, Khaled 2007, a été produit en fonction d'un prisme spécifique, la pratique sportive associative et la logique de l'échange social qui sous-tend ce domaine. Le retour, c'est-à-dire les comptes rendus et autres recensions du livre, permet de voir comment est réceptionné ce type de travail et de prendre en considération certaines remarques critiques. Il sera bientôt complété par 3 autres études personnelles s'appuyant elles aussi sur des bilans bibliographiques. Dans le cadre d'un numéro thématique de la Revue de l'Histoire du CNRS confié à l'historien Patrick Clastres, au niveau d'un ouvrage sur l'apport des auteurs classiques de 1890 à 1939, Khaled, 2011, et en principe à l'occasion des apostrophes. Un chapitre inséré dans une réédition actualisée et complétée du livre de Berthelot, La sociologie française contemporaine, dont la tâche a été confiée l'an dernier à Jean-Christophe Marcel. La pratique associative n'épuise pas le domaine de l'activité sportive. L'individualisme sportif de masse, Aumont 1987, est abordé depuis plusieurs décennies par des sociologues du sport. De même, les formes auto-organisées faisant appel à des groupes d'adeptes sans affiliation institutionnelle, avec ou sans accompagnement des pouvoirs publics retiennent l'attention des chercheurs, Jacou et Malatesta 2001. Par ailleurs, dans le prolongement d'un livre traitant des politiques publiques du sport 2000, nous suivons l'actualité éditoriale dans ce domaine, Michon, 1988-1992, Bayeux, 1996, Loiran, 1996, Onta, 1999-2010, Chifflet, 2005, Bessy, 2008, etc. Sans oublier non plus les recherches qui envisagent l'articulation entre pratiques sportives et politiques publiques, W. Gasparini et G. Vieille-Marchizet 2008. Autant dire que nous ne prétendons pas avoir épuisé le sujet, ni opté pour la seule démarche possible. Le numéro thématique de l'année sociologique, dirigé par P. Parlebas en 2002, est largement consacré à dresser un état de l'art. C'est également la vocation de certains colloques ou congrès de sociologie du sport, colloque de Nantes 2005 sous l'égide de la 3S. D'autres tâches sont envisageables. Donnons 2 exemples. Une première opération nous a permis de prendre en considération les dossiers de demande de qualification dans la 19e section du CNU, Sociologie, avec des jeunes chercheurs qui ont un profil de sociologue du sport. Pour la session 2010 du CNU, sur 467 dossiers niveau MC, 23 thèses récentes se rapportent au domaine qui nous intéresse. En considérant les noms qui figurent dans les jurys et le nom des directeurs de thèse, 2 noyaux se dégagent. L'un relativement compact autour de P. Parlebas, B. Dioring, B. Valade et L. Collard, soit une présence marquée de l'Université de Paris 5,
l'autre noyau, plus dispersé, faisant apparaître les noms de J de France, Célouveau, J.P. Clément ainsi que Cessieux et des de Mazières. On identifie sans peine les porteurs d'une sensibilité sociologique inspirée par Pierre Bourdieu, tandis que la présence de des de Mazières s'explique par des sujets de thèse qui s'intéressent aux récents processus de professionnalisation dans le sport. La seconde tâche, conforme à la vocation de l'AISLF que nous ne faisons qu'esquisser, pourrait viser à établir un bilan des thèses à orientation sociologique produites en langue française par des docteurs africains, en particulier ceux originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et ou subsaharienne, avec des lignes de tension entre jeux traditionnels et ethnomotricité, par le bas, 1992, sport officiel, structure fédérale et solidarité sportive de proximité. Benjamin Zouer a pu dresser ce bilan pour la sociologie du sport tunisienne 5. Il va nous en faire part. Abdelatif Naja considère que l'exercice sera plus difficile pour la sociologie du sport marocaine 6. En revanche, des bilans conséquents sont déjà ébauchés ou en cours d'élaboration pour l'Afrique noire, Abalo 2009, Oumarou et Chazot 2010, autorisant même des analyses comparatives, Ouedakor 2010. Une bonne vingtaine de thèses soutenues par de jeunes sociologues africains, Bénin, Sénégal, Gabon, Cameroun, Togo, etc., constituent un ensemble intéressant à inventorier. 3. Le renouvellement des courants et des modèles. En se limitant à l'analyse de la pratique sportive, le renouvellement des courants et des modèles apparaît assez nettement, même si l'on appréhende la longue durée. Épousant l'institutionnalisation naissante de la sociologie universitaire, à partir des années 1890, pensons à Émile Durkheim lorsqu'il s'installe à la faculté des lettres de Bordeaux en 1887, et faisant suite à une extraction difficile de la philosophie et peut-être d'autres disciplines comme le droit ou l'économie, plusieurs paradigmes sont repérables en sciences sociales. Évolutionnisme et positivisme conduisant à deux tentatives de dépassement par un essai de synthèse, soit par le criticisme, soit par l'éclectisme, ou encore par la valorisation du contractualisme, du solidarisme, comme alternative au socialisme marxien, voire même par la combinaison de la sociologie avec des disciplines voisines. Assez rapidement, la nature des travaux sociologiques entrepris et les objectifs visés compliquent la ligne d'horizon théorique, allant du holisme à la logique de l'acteur responsable. Évidemment, dans cette longue période qui s'étend des années 1890 à la fin de l'entre-deux-guerres, la sociologie des Durkheimiens ne s'intéresse que très partiellement aux faits sportifs, citons cependant Maurice Halbwachs. Contrairement à d'autres auteurs jadis ignorés des Durkheimiens et aujourd'hui tombés dans l'oubli, Gaston Richard, Guillaume L. Duprat par exemple. Le nouvel élan de la sociologie, années 1960 et suivent, correspondent à l'âge d'or des théories de portée générale, fonctionnalisme, structuro-fonctionnalisme, marxisme et néo-marxisme, ou des modélisations spécifiques, sociologie du loisir, du temps libre, inégalité sociale, etc. Cet élan se retrouve assez fidèlement dans les publications de sociologie du sport. Un sociologue comme Joffre Dumazédier préconise l'enquête empirique, afin de ne pas subir l'emprise de modélisations trop rigides. À l'articulation des années 1980 à 90, les 4 écoles françaises sont inégalement présentes au niveau des productions relevant de la sociologie du sport. La position la plus avantageuse est occupée par les travaux s'inspirant de Pierre Bourdieu, avec Jacques de France, Christian Possiello, Jean-Paul Clément. Autre sensibilité bien établie, celle impulsée par Pierre Parlebas. Le comportement rationnel de l'individu en situation de jeu, Parlebas, 1986, qui peut s'appuyer sur une filiation avec la sociologie de Raymond Boudon, y compris dans la mathématisation des faits sociaux, permet de revisiter la diversité des situations de jeu et de sport. À l'époque, la sociologie des organisations inspirée des travaux de Michel Crozier est moins sollicitée par les sociologues du sport, exception faite de Pierre Chifflet. Elle le sera un peu plus par la suite, en approfondissant les rapports entre l'acteur et le système. L'actionnisme développé par Alain Touraine laisse insensibles les sociologues du sport. Au cours des années 1960, l'anthropologie politique qu'élabore Georges Ballandier à propos des nouveaux États indépendants ignore la sociologie coloniale d'un René Monnier, 1932, 1936 et 1942, et sa façon d'aborder l'introduction et la diffusion des sports.
D'autres sociologues du sport élaborent des cadres de référence empruntant à plusieurs sources théoriques, Le Pogam, 1979, Jamais, 1991. La sociologie du sport qui s'inscrit désormais dans l'université de Mass, années 1990 et suivent, inaugure un nouvel âge de la discipline qui témoigne d'une activité éditoriale intense, dans le prolongement des thèses soutenues. L'interactionnisme symbolique, empruntant à Blumer puis à sa version goffmanienne, et de Lesseleuc, 2004, l'ethnométhodologie, une sociométhodologie, mobilisant des méthodologies profanes, l'individualisme méthodologique et le rationalisme axiologique s'accordent avec des travaux qualitatifs portant sur des domaines ou terrains de proximité, microsociologie. Sous cet angle, les modes d'affiliation et les comportements des supporters intéressent plusieurs sociologues, Baudin 1999, Mignon 1998, Neutens 2004 entre autres. La sociologie du genre et de la construction des identités individuelles et ou sexuées, Davis et Louveau 1991-1998, Travaillot 1998, Ménesson 2005, le processus de professionnalisation qui gagne l'activité associative, Loiran 2001-2009, Chantelat 2001, la sociologie du travail avec la participation de Didier de Mazières à plusieurs jurys de thèse, l'attrait pour les sports de l'extrême, Le Breton 1991, Soulet et Corneloup 2007, entre autres thèmes d'enquête, permettent de citer de nombreux auteurs qui trouvent dans le sport de nouveaux terrains d'étude. La prise en considération de l'individu social, centrée sur la compréhension du comportement individuel, voit actuellement dans le rapport au corps et au sport un domaine d'étude intéressant. Les transformations récentes de la société, dans l'Europe de l'Ouest ou au Canada, imposent de nouveaux périmètres d'investigation. Par exemple des activités sportives marquées par l'impact des flux migratoires, par l'appartenance confessionnelle ou par des reconstructions identitaires. La thèse soutenue par Harry P. Méfond, Les enjeux des activités physiques et sportives dans la construction d'une culture identitaire guadeloupéenne, 2003, en fournissent un excellent exemple. Fort heureusement, elle a donné matière à un ouvrage, Méfond 2007. 3. Caractériser les principaux axes d'investigation, l'irrigation de la sociologie générale et envisager l'ouverture interdisciplinaire. 1. Quelles exigences disciplinaires ou infradisciplinaires ? De ce point de vue, comment apprécier la valeur d'une publication ? Autorisons-nous deux rappels. Raymond Aron, dans son cours introductif à la Sorbonne 1957 à 58, de la sociologie, note « Le propre de la compréhension de l'ensemble social, c'est de ne pas résulter et de ne pas pouvoir résulter d'enquêtes parcellaires. Si la sociologie s'épuise en enquêtes de détail, elle devient simplement une technique de recherche. » L'autre rappel fait référence à Paul Lazarsfeld. Dans son introduction à la philosophie des sciences sociales, Raymond Boudon 1970 rappelle que Lazarsfeld insistait dès 1933 sur la nécessité de diversifier les sources de données, observations objectives et rapports introspectifs, études de cas et informations statistiques, rendre compte des phases révolues du phénomène étudié, etc. On peut appliquer et articuler ces consignes d'appréciation de la valeur d'une étude, portée générale ou éclairage spécifique, aperçu qualitatif et ou conditions de généralisation. Elles permettent de relativiser la portée de certaines critiques qu'on peut qualifier d'exogènes, formulées par exemple par des historiens à l'encontre des travaux d'historiens de la sociologie. Ceci étant noté, pour notre part, nous respectons autant la diversité disciplinaire que le pluralisme explicatif. Les productions sociologiques peuvent être considérées et traitées, par les historiens, comme des formes culturelles caractéristiques d'une époque, d'un lieu, d'un groupe. Tout comme l'art, la littérature, le sport au premier degré, etc. Mais la sociologie, en tant que science et ou discours savant, ne peut pas ne pas être traitée à l'aune de la seule cohérence interne d'une œuvre, de sa pertinence, de sa valeur heuristique, mais on doit aussi apprécier la place qu'elle occupe dans le renouvellement des productions qui jalonnent les progrès de la discipline. C'est une exigence élémentaire. Il ne s'agit pas de verser dans le formalisme internaliste, mais ne s'en tenir qu'aux caractéristiques environnementales, pour rendre compte de la pertinence d'un œuvre. Sociologisme externaliste, dirait J.C. Passeron, reste également d'un intérêt assez marginal. Ce qui n'empêche pas de pouvoir relever les décalages chronologiques, les asynchronies ou les concordances observables,
voir les surconcordances pour le surf par exemple, entre réalité sociale, du sport et analyse sociologique, du sport. Et le cas échéant, de rendre compte des biais introduits par ces différents cas de figure. Enfin, l'invention de notions, de concepts, de formules au niveau de cette branche qu'est la sociologie du sport, ne saurait être dissociée de ce que peuvent être les apports de la sociologie, générale, connue et reconnue par la communauté des sociologues. Avant de créer un mot savant, mieux vaut se référer d'abord au dictionnaire de la spécialité. 2. Dresser un inventaire des publications, une prétention irréalisable ? En dépassant les limites d'un corpus qui ne prend en considération que des travaux de sociologie appliqués à une spécialité sportive, à une famille de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.